Alors, dans l'histoire d'Al Dente, c'est la toute première fois que je cuisine 2 fois le même invité, en l'occurrence Philippe Bouvard, dont j'avais déjà partagé la table parisienne il y a 6 ans. Mais je le confesse, notre homme étant, si l'on en croit ses derniers livres, déjà mort, m'attaquer à une viande froide, qui a du reste de bien belles couleurs, me mettait en appétit. Bon petit déjeuner. Monsieur Torrent. Oui. Enchanté, alors on est tous là au petit déjeuner. Oui, absolument. Bon petit déjeuner. Ma vie d'avant, ma vie d'après, titre de son dernier livre paru chez Flammarion, sera donc le thème de ce petit déjeuner qui s'annonce croustillant comme les croissants. Vous avez plutôt thé ou café le matin Du thé. Du thé nature, comme moi je suis un type nature, donc le thé doit être de la même catégorie. Alors justement, dans votre dernier livre, vous dites avant, vous projetant dans la 6 pieds sous terre, puisque votre livre se situe dans l'au-delà, vous dites, avant on me disait cultiver, aujourd'hui je sers d'engrais. Alors est-ce qu'il est bio au moins l'engrais? Non, pas du tout. Mais je participe tardivement à l'éternel recyclage de la nature. Eh oui, finalement, oui. C'est un perpétuel renouvellement et que sans la mort, paraît-il, il n'y aurait pas de vie. Voilà, terminer en compost, c'est quand même... C'est une mince consolation. Bonjour monsieur, vous désirez du café, du thé? Un peu de thé, s'il vous plaît. Du thé? Vous dites aussi finalement, avant ma mort, quand on m'interviewait, quand des journalistes me rencontraient, j'avais l'impression de participer à ma propre nécrologie. Mais Oui. avouez quand même qu'avec vos 2 derniers livres, vous leur tendez la bêche pour qu'ils vous recouvrent de terre quand même. Oui, mais d'ailleurs, je ne suis pas contre le fait de participer à cette dernière manifestation d'égotisme, parce que lorsque quelqu'un qui n'est pas de première dimension sociale, politique ou artistique disparaît, on confie dans les salles de rédaction les quelques lignes qui vont lui être consacrées aux dernières arrivées des stagiaires. Et il apprend en même temps la mort et l'existence de la personne en question. Et en général, c'est fait sans goût, sans chaleur, et on le comprend pourquoi. Donc, de la même façon que toute ma vie, je me suis efforcé de dire du mal de moi pour désamorcer ce que pourraient dire les autres, avant ma mort, je voudrais m'enterrer dignement. Mais c'est marrant, quand vous parlez de nécrologie, je me demande si c'est pas aux grosses têtes. Il y a quelques jours que je vous ai entendu rappeler le fait que, bon, évidemment, dans les journaux, il y a ce qu'on appelle les viandes froides. C'est ce que vous dites, les nécrologies qu'on écrit déjà à l'avance. Mais parfois, quand les gens tardent à mourir... Voilà. Alors là, il se produit une catastrophe. Le type qui a signé la nécrologie est mort avant celui qui devait enterrer. Alors, c'est inextricable. Oui. C'est pour ça qu'il faut d'abord ne pas préparer les nécrologues trop à l'avance, et ensuite, qu'une fois que la nécro est prête, que le gars s'en aille rapidement. Vous avez beaucoup diverti, et plus que ça, les gens avec la mort dans vos 2 derniers livres. Mais est-ce que vous vous êtes diverti de la mort en Oui, l'écrivant? alors en tout cas, je l'ai un peu apprivoisé. Je l'ai dédramatisée, banalisée. Bon, elle est banale d'ailleurs, puisqu'elle atteint tout le monde. Mais... Non, mais de votre propre angoisse... Oui. À force d'en parler, elle a fait partie de ma vie. Et puis, je me suis rendu compte que pendant des années, j'avais cette hantise en moi, j'en parlais à personne. Et le fait de pouvoir partager cette hantise, de la prendre de façon humoristique, fait qu'aujourd'hui, c'est un peu moins une hantise, c'est devenu un filon. Mais est-ce qu'on arrive donc quand même à se dire, quand on écrit des livres sur la mort et qu'on voit des amis chers partir, se dire... Allez, moi, je serai la Jeanne Calment, donc je vais tenir jusqu'à... Non, mais attendez. est-ce que c'est ça qu'il faut se dire pour ce... Parce que bon, on va pas non plus, vous n'avez pas... Si vous êtes d'un naturel indécrotablement optimiste, vous pensez que vous allez passer entre les gouttes. Vous le pensez vraiment, alors que rien n'étaye cette supposition. Sinon que l'augmentation de l'espérance de vie vous laisse un peu plus de temps pour vous voir mourir. Et vous avez cet optimisme? Alors, je suis un optimiste désespéré. C'est-à-dire, je sais que ça finit mal, mais je veux beaucoup rigoler avant. Oui, c'est ça. Mais vous dites à certains moments,
Alors c'est sans doute une formule, mais finalement, à trop travailler, enfin à beaucoup travailler, je suis peut-être passé à côté de l'essentiel des plaisirs simples. Alors je me dis, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que votre métier, c'est votre passion. Comme vous me l'avez dit un jour, de toute façon, je ne peux pas jardiner, je ne sais pas cuisiner, je ne sais rien faire. Enfin bon, donc, est-ce qu'il y a néanmoins, vous vous dites quand même maintenant, il y a des choses à côté desquelles je suis passé? Oui. Ben, je suis passé à côté d'un plaisir simple que j'adore, qui d'ailleurs est à la portée de toutes les bourses, mais il faut avoir le temps, c'est de s'installer à une terrasse de café sur une grande avenue, les Champs-Élysées par exemple, et de regarder passer les gens. Et d'observer, oui. D'observer, d'essayer de deviner leur personnalité, leur nationalité, leur métier. C'est un petit plaisir, et je n'ai pas le temps. Je l'ai fait une fois par an. Oui. Parce que justement, c'est la passion, parce que vous n'en êtes plus depuis bien longtemps au stade où il faut vous nourrir votre famille. Enfin, je veux dire, vous avez nourri plusieurs générations. Là, donc... Ma vie est organisée autour du travail. Et comme je suis un homme d'ordre et de parole, à partir du moment où j'ai pris un engagement, je fais face. Oui, mais vous vous arrangez pour remplir votre vie d'engagement. Voilà. Oui. Alors là, ça rejoint un peu le côté métaphysique de notre entretien. Le travail peut constituer une fuite en avant. C'est vrai que pour la première fois dans ce livre, finalement, vous parlez de vos racines juives, enfin en tout cas celle de votre mère. Alors pour bien comprendre, donc, votre mère était juive, votre père biologique, donc je ne parle pas de votre père adoptif, lui il était catholique. Mon père adoptif juif. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous moi, avez connu votre... Je n'ai pas choisi de religion avant de me marier. Comme j'ai épousé une catholique, je me suis fait baptiser et je me suis marié à l'église. C'est-à-dire je suis un mécréant, finalement. Oui, de toute façon. Mais est-ce que vous avez connu votre père biologique, donc celui qui était catholique Oui, il avait abandonné. Oh, c'est une vilaine histoire. On pense que d'ailleurs ça se produit dans les films ou les romans, pas du tout. Il a abandonné ma mère alors qu'elle venait d'accoucher de moi, elle était à la clinique. Il est parti avec l'argent, les bijoux, et il est revenu 23 ans après. J'étais au Figaro, j'avais déjà un poste important. Et lui s'était expatrié au Maroc. Il avait monté des usines de papier et il comptait sur moi pour vendre du papier au Figaro. Alors qu'il ne s'était jamais préoccupé de moi, n'avait versé aucune pension alimentaire. Je me souviens, j'étais dans mon bureau du Figaro et l'huissier m'a dit « Il y a un monsieur qui vous demande. » Ah bon? Il est entré, c'était pas sympa d'ailleurs. Et il m'a dit « Je suis votre père. » Ah ben je lui ai dit « Oui, il y avait 1000 ans. » Et vous l'avez, voilà. Ah ben ça s'est arrêté là. J'aurais pu le revoir 23 ans après, mais même pas. Le père, c'est celui qui élève. Hein. C'est ça, voilà. Et c'est donc vraiment votre beau-père qui était tailleur, lui, qui était dans la confection. Et c'est lui, donc, qui, avec votre mère, faisait ces jeux de rôle qui, pour vous, étaient de vraies disputes et qui vous ont vraiment pourri l'enfance. Oui, ça a assombri mon enfance. Parce que tous les jours, ils se disputaient, alors qu'ils s'adoraient. Ils se disputaient et ça finissait mal. Mon père tendait à ma mère la carte de visite de son avocat. Ma mère appelait police secours. Et moi, je montais me coucher en larmes, sans comprendre que j'avais assisté à un psychodrame, à un jeu de rôle. Et naturellement, le lendemain, ils se réconciliaient, mais j'étais exclu de la réconciliation. Et le lendemain, ça repartait. Et j'ai vécu dans la terreur de voir mes parents divorcer. Est-ce qu'être fils unique a été un poids? Parce que, justement, en plus, voilà, quand on a des parents qui se disputent, qu'on pense qu'ils vont se séparer, on a finalement personne à qui s'adresser, et sûrement pas vos petits cousins qui étaient tous, qui vous complexaient parce qu'eux étaient très brillants alors que vous étiez un cancre. On monte dans sa chambre et on pleure dans son oreiller. Et quand on a fini de pleurer, comme c'est l'occupation, les parents vous disent faut que
on fasse nos valises et qu'on s'en aille parce que nous sommes repérés, nous sommes dénoncés. C'est des choses qui, lorsqu'elles reviennent après coup, sont lourdes à porter. Mais justement, quand elles vous sont revenues, est-ce que subitement vous vous êtes trouvé confronté à des douleurs que vous n'imaginiez pas? Oui, j'ai réalisé que une partie de ma famille avait été déportée, que c'était des braves gens qui n'avaient jamais rien commis de délictueux. Ils n'avaient même pas compris totalement la situation. Ils se sont retrouvés dans un train qui les a déposés dans un camp de la mort. Non, tout ça, et c'est pour ça que j'ai du mal à pardonner les horreurs de la guerre. La Shoah est pour moi une plaie vive. Et vous, est-ce que vous sentiez ce que ça voulait dire être juif? Parce qu'à un moment, on vous a dit, voilà, il faut que tu ailles dormir chez un petit copain. Oui, enfin bon, oui. On essaie de vous mettre un peu à l'abri. Déjà, je comprenais que on était en marge de la société. Mais pas à ce point-là. D'ailleurs, moi, j'ai jamais porté l'étoile, sauf une fois pour aller dans un restaurant juif où c'était obligatoire. Mais je sentais simplement que nous étions des marginaux et qu'on n'avait pas tous les droits des autres. Puis peu à peu, j'ai compris que non seulement on n'avait plus de droits, mais encore qu'on risquait notre vie à chaque fois que quelqu'un aurait envie de nous dénoncer pour occuper notre appartement. Parce que Oui, voilà, c'était ça. Hein. Oui, ça volait pas haut. Hein. J'avais pas conscience de cette judéité sur le plan culturel. J'ai accompagné une fois mon père adoptif à la synagogue, mais je suis allé une autre fois à un mariage dans une église. Moi, je suis profondément français, franchouillard. On m'a fait une petite place dans la société sans jamais me demander si j'allais à la messe. Oui, non, et ça valait mieux d'ailleurs. Mais néanmoins, c'est vrai que vous avez peur des remontées d'antisémitisme. Ça, c'est quelque chose qui... Oui. Et c'est peur, c'est pas simplement que vous trouvez ça immoral, c'est que ça vous... Mais comme j'ai peur de manquer, c'est générationnel. Il y a eu deux, trois alertes au moment de la guerre, des 6 jours, et puis des menaces de conflit qui se précisaient. À chaque fois, et j'avais conscience du ridicule, je demandais qu'on remplisse les placards de boîtes de conserve. C'était une résurgence de la peur de manquer de l'occupation. Dans votre famille, il y avait 2 branches. Il y avait la branche plutôt modeste, enfin je veux dire au niveau financier, je veux dire qui était celle dans laquelle vous viviez. Et puis il y avait les cousins riches qui allaient dans les meilleures écoles, Est-ce qu'au fond, vous les enviez à l'époque, ou est-ce que votre regard déjà acéré sur la société remarquait leurs conventions, leurs petits jeux, J'ai toujours, et dès mon plus jeune âge, considéré, et sans penser à la lutte des classes, parce que je n'allais pas assez souvent en classe pour imaginer qu'on pouvait lutter, j'ai toujours imaginé qu'il y avait les riches et les pauvres. J'ai toujours imaginé que un des objectifs de la vie, c'était de passer du camp des pauvres dans le camp des riches. Et je savais qu'il y avait une branche pauvre de la famille à laquelle j'appartenais, une branche riche que j'admirais, mais sans jalousie, sans envie. Mais est-ce que ça veut dire que c'est cet exemple-là qui vous a poussé à obtenir, à arracher, à acquérir cette réussite qui est la vôtre? Parce que très tôt, ça on en reparlera, mais très tôt vous êtes devenu quelqu'un de riche, qui travaillait évidemment énormément, mais je veux dire, vous avez... Donc qu'est-ce qui vous a poussé à ça? Parce que vous auriez pu faire une carrière comme d'autres journalistes, finalement honorables, bien payés, mais sans plus. Or, voilà, vous très vite, vous avez une collection de voitures de sport, de luxe, etc. Vous avez eu votre maison à Paris, je l'ai vu. C'est pas ça la richesse, c'est pas ça. J'ai eu une certaine aisance et comme j'étais un peu mégalo, elle s'est vue. Oui, mais enfin, non, tout le monde n'a pas ce côté mégalo. Oui. Attendez, alors là, c'est peut-être le réflexe ancestral qui me poussait à vouloir réussir.
mais à ce que cette réussite soit visible. Pas pour écraser les gens, mais je me souviens que la première voiture que j'ai pu m'acheter, à crédit, et d'ailleurs elle a été à la casse avant que j'ai fini de régler le crédit, je l'ai prise et je suis allé dans tous les lieux qui m'avaient vu enfant ou adolescent, pour que les gens voient que j'avais une voiture. Parce qu'à l'époque, il y en avait quand même beaucoup moins. Donc vous voyez, il y avait ce besoin de considération. J'ai eu une résolution au départ. J'ai dit, je vais essayer de vivre mieux que les gens qui ne m'aiment pas. Mais est-ce que c'était aussi alors parce qu'enfant, vous aviez été complexé par le fait que vous étiez un cancre, que dans les repas de famille, on analysait votre cas vraiment, quand vous racontez ça, c'était... Et votre père terminait en disant, tu termineras sur l'échafaud. Donc... Oui. Ça, c'est quand même horrible. Non, mais il y avait une revanche, une réhabilitation. Je ne suis pas d'ailleurs certain que mes braves parents aient saisi cette réhabilitation. J'ai un souvenir. J'ai 30 ans, je suis rédacteur en chef du Figaro et je viens d'acheter une jolie propriété à côté de Paris où il y a une piscine, j'ai une belle voiture, un chauffeur, un maître d'hôtel. Vraiment, j'ai mis le paquet. Et je reçois mes parents à déjeuner. Et bon, je vois tout ça, ils ouvrent grand leurs yeux. Et puis, après le déjeuner, on fait un tour de jardin avec mon père. Et je lui dis, alors, ça te plaît? Il dit, oui, c'est pas mal. Et puis il me dit, t'as pas fait de bêtises au moins? C'est fabuleux. C'est-à-dire les petits bourgeois qui ne comprennent pas qu'avec une plume et un micro, on puisse gagner plus d'argent que dans leur commerce. Ça aussi, ça m'a poursuivi. Rapport à tous les petits cousins qui, finalement, ne vous défendaient jamais quand on... Ils buvaient du petit lait, Oui, à l'époque. Mais quand ils ont vu votre carrière, est-ce que... Les relations se sont un peu tendues. Oui, mais j'ai rien fait pour les détendre, parce que c'était aussi la petite revanche. La vie est une succession de petites revanches, même si on n'est pas un méchant. Vous parliez quand même de cette piscine, de cette voiture. Je vais vous poser une question qui est très pragmatique, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre comment, dans les années 70, à l'époque où la télévision payait sûrement bien ses vedettes, mais pas autant qu'elle ne les a payées plus tard, ou la presse, même quand on était rédacteur en chef ou qu'on était une grande plume, payait sûrement très bien, mais quand même pas des sommes considérables. Comment on parvenait, même en travaillant 6 fois plus que les autres, à avoir ces voitures de luxe, avoir cette propriété, cette piscine, ce chauffeur, cette voiture bureau? C'est une époque où on paye beaucoup moins d'impôts sur le plan général. Et sur mon plan particulier, c'est une époque où je suis un affreux cumulard, puisque je suis directeur de France Soir, j'ai une quotidienne à la télé et j'ai une quotidienne à la radio. Et je viens de publier un bouquin qui s'intitule « Un oursin dans le caviar », qui, en l'espace d'un été, a dépassé le 1 million d'exemplaires. Le million, ah oui. Le million, parce qu'à l'époque, on vendait beaucoup de livres. Le million en collection normale. Normal. Après, il y a eu un autre million dans les... Oui, non, c'était un très beau succès que je n'ai pas encore compris. J'ai eu la curiosité, il y a un mois, de reprendre le bouquin, et dire, voilà, pourquoi ça a marché. Je ne sais pas, peut-être c'est la première fois qu'on parlait librement des people. Oui, mais c'est vrai. Voilà. Oui. Donc, pour répondre à votre question, tous les numéros, comme je suis joueur, tous les numéros étaient gagnants à l'époque. Voilà. Et c'est ça qui a permis... Et comme je n'étais pas spécialement économe, ni spécialement discret, je balançais, j'ai très bien vécu. Voilà. Au fond, quand vous avez eu, je sais pas, 25 ans, c'est-à-dire à l'époque où enfin vous êtes entré dans la réalité dont on était coupé très longtemps de votre temps, si je puis dire. On n'avait pas accès aux femmes, on n'avait pas accès aux plaisirs divers. Quelle est la chose, le plaisir ou la chose qui vous a le plus surpris? Est-ce que c'était une première femme qu'on a vraiment pour soi? Est-ce que c'était un premier grand restaurant? Est-ce que c'était... Désirez-vous encore un peu de thé? Non, monsieur? Merci. Ça va? Alors, je vous arrête. Je ne suis jamais entré dans la réalité. Non? Jamais. Je vis dans un rêve, depuis le début. C'est vrai? Oui.
Et ça se terminera peut-être en cauchemar, mais j'aurais rêvé longtemps. Quoi, parce que un métier privilégié et un métier de privilège qui fait que, comme certains politiciens, finalement, on est un peu au-dessus de... Un métier qui, alors que vous n'avez pas de relation, pas de physique, pas énormément d'intelligence, aucune culture, et vous avez subitement droit à une vie dont vous n'auriez jamais rêvé. Que dis-je? À plusieurs vies. Et donc, je me disais, oh, c'est pas possible, tout ça, c'est pas vrai, ça va s'arrêter. Je vais me réveiller. Je vais me réveiller. Et ben, Vous ne réveillerez jamais, finalement. quand je me réveillerai, c'est que je serai dans le repos éternel. Est-ce que la fidélité est quelque chose qui a franchement un sens pour vous? Parce que là, vous êtes marié, mais en même temps, en amitié. En amitié. Je suis très fidèle en amitié. Voilà. Vous avez été un papillonneur. Est-ce que, voilà, finalement, la starlette ou la chanteuse en devenir a pu espérer connaître un parcours? Pas systématiquement la chanteuse, pas systématiquement la starlette. Il suffisait que ça soit du sexe opposé. Je ne me préoccupais pas beaucoup des professions. En tout cas, j'espère que ça ne vous a pas donné autant d'enfants naturels qu'Yves Montand ou que le prince Albert de Monaco. Mais ça m'embêterait d'être exhumé aussi souvent que Montand. Je n'ai pas eu des enfants dans toutes les villes où j'avais fait des reportages, si c'est le sens de votre question. Mais en revanche, vous avez beaucoup de fils spirituels. Ça, je remarque. Alors, il y a Stéphane Bern, qui se réclament. Je n'ai pas dit que vous vous sentiez père spirituel, mais eux se réclament. Que j'ai reconnu. Que vous avez reconnu. Alors, qui avez-vous reconnu? Thierry Ardisson. Ouais. Ruquier, vous l'avez reconnu finalement ou pas? Non. Il y a Jacques Pessis. Il y a vraiment des gens dont j'admire le parcours. Et je suis assez fier qu'ils évoquent cette filiation. Mais je lisais une interview, je ne sais plus si c'est dans Télémagazine, Téléstar, enfin bon, il y avait une rencontre entre vous et Ruquier. Et je me suis dit, tiens, au fond, est-ce qu'ils se sont un peu réconciliés? Non, Parce qu'en plus, il vous a piqué récemment Kersozon, si je puis dire. Il l'avait déjà fait avec Jean-Yann. C'était déjà plus un marin, c'était une épave. Non, mais on nous a proposé de nous rencontrer quand Ruquier a lancé une émission qui évoquait celle que j'avais imaginée 30 ans plus tôt. Oui. Et je dis, mais oui, pourquoi pas, puisqu'il veut aider des jeunes talents et que ça a toujours été, moi, la mission que je m'étais assignée. Et il est venu chez moi, on a fait des photos, on a discuté, c'était très sympathique. Après, il m'a demandé si je voulais venir dans un des jurys. J'y suis allé, et puis j'ai dit ce que ça me suggérait, c'est-à-dire une grande tristesse devant une absence de talent et de préparation qui ne pouvait pas permettre de fabriquer des vedettes, mais au contraire, d'arrêter dans leur élan des gens qui, mieux préparés, auraient réussi. Alors, il m'a rappelé après, il m'a dit, mais est-ce que vous accepteriez de venir avec moi plus régulièrement? J'ai dit oui, si on change tout. Alors du coup, on n'en a plus jamais parlé. Vous me dites, moi je suis fidèle en amitié, et je me suis demandé au fond, quand justement des gens comme Jean-Yann au début de Ruquier, ou plus récemment Kersozon, passent d'une radio à l'autre, je me dis, mais elle est où l'amitié? Parce que je pense que vous en aviez pour eux, et je me dis, qu'est-ce qui se passe dans vous qui analysez l'esprit humain? Non, mais attendez, l'amitié n'a rien à voir avec la vie professionnelle. Et c'est même, je crois, un tort et un danger de les confondre. Non, mais Yann, nous avons fait tout le chemin ensemble. Hein. Il a été beaucoup plus aux grosses têtes. C'est sûr, évidemment. Ouais. Kersozon est parti parce qu'il avait besoin d'argent et bon, il était normal que la faim fasse sortir le loup de mer du bois. Et puis les autres, ils ont vécu leur vie et j'ai vécu la mienne. Là, votre contrat RTL tient jusqu'en 2012, enfin le contrat actuel. Est-ce que si en 2012 vous n'êtes pas encore un engrais ni même un légume, mais que vous êtes toujours le fringant homme cultivé que j'ai en face de moi, vous re-signerez? Est-ce que vous ne lâcherez jamais le micro? Ah, jamais, non. Mais
l'éventualité d'une petite prolongation a été évoquée. Enfin, dans une société qui va être de plus en plus âgée, peut-être qu'on voudra des animateurs qui soient de plus en plus vieux. Ce qui est le cas aux États-Unis. Hein, alors justement, on m'a cité le cas, et alors j'ai fait un rapide calcul mental qui m'a assez séduit. On m'a cité le cas d'un animateur de 88 ans. Puis depuis aller rue Bayard, ce serait quand même un crève-cœur, j'imagine. Il y a 45 ans que j'y suis. L'autre jour, il y a une conférence de presse et il y a un journaliste qui m'a dit, mais avec une nuance malicieuse, mais comment se fait-il que vous êtes là depuis 45 ans et que vous n'avez pas été ailleurs ? Alors je lui ai dit, bon écoutez, il y a eu tellement de travaux depuis 45 ans que je trouve plus la sortie. Qu'est-ce qu'on se dit, Philippe Bouvard? Est-ce qu'on se dit adieu au diable ou à bientôt? À bientôt. À bientôt. Pour une cuisine al dente, rendez-vous chez Crefel.